Il existe une chose que nous possédons tous en quantité limitée, que nous dépensons pourtant sans compter, souvent sans même nous en rendre compte. Cette chose, c'est notre attention. Dans le tumulte de nos journées, entre les notifications qui clignotent, les fils d'actualité qui défilent sans fin et les sollicitations qui s'accumulent de toutes parts, notre esprit ressemble de plus en plus à une pièce aux 1000 portes ouvertes, où chaque courant d'air emporte une part de notre énergie mentale. Et pourtant, ce que peu de gens comprennent, c'est que cette capacité à diriger son esprit vers un seul point n'est pas un luxe réservé à quelques privilégiés. C'est une force silencieuse, accessible à chacun, qui attend simplement d'être reconnue et cultivée. Pensez à un instant à ce que serait votre vie si vous pouviez, à volonté, faire taire le bruit ambiant et poser toute la puissance de votre esprit sur une seule tâche, une seule pensée, un seul objectif. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une capacité humaine fondamentale, la même qui a permis aux plus grands bâtisseurs, aux plus grands inventeurs et aux plus grands créateurs de traverser leur époque en laissant une trace durable. Ce qui les distinguait n'était pas une intelligence hors du commun ou une chance particulière, mais une aptitude à concentrer toute leur énergie mentale sur ce qui comptait vraiment, en écartant résolument tout le reste. Nous vivons une époque paradoxale. Jamais l'humanité n'a eu accès à autant d'informations, et pourtant jamais elle n'a semblé aussi dispersée. Nous commençons une tâche pour la délaisser quelques minutes plus tard au profit d'une notification. Nous lisons un paragraphe sans en retenir le sens parce que notre esprit était déjà ailleurs. Nous écoutons une personne nous parler tout en préparant mentalement notre réponse, manquant ainsi l'essentiel de l'échange. Cette dispersion chronique n'est pas une fatalité, c'est le symptôme d'un muscle que nous avons cessé d'entraîner. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. La concentration n'est pas un don que l'on possède ou non à la naissance. C'est une faculté, comparable à n'importe quel muscle du corps, qui s'atrophie quand on la néglige et qui se renforce quand on la sollicite avec constance. La bonne nouvelle, c'est que ce muscle peut être réveillé à tout âge, dans n'importe quelle circonstance de vie. La moins bonne nouvelle, c'est qu'aucune application, aucun gadget, aucune astuce miracle ne fera ce travail à votre place. Il n'existe pas de raccourci vers la maîtrise de son esprit, seulement un chemin, exigeant mais parfaitement praticable. Avant même d'aborder les techniques et les exercices, il faut poser une fondation essentielle, celle de la croyance en sa propre capacité à se concentrer. Un sportif qui doute de pouvoir franchir la ligne d'arrivée abandonnera bien avant d'y parvenir. De la même manière, celui qui pense que son esprit est irrémédiablement dispersé, que la concentration est réservée à une élite de moines ou de génies, se condamne d'avance à l'agitation mentale. Or rien n'est plus faux. Chaque être humain porte en lui cette capacité à l'état latent. Elle ne demande qu'à être reconnue, puis exercée avec patience. Ce qui rend cette question si urgente aujourd'hui, c'est que notre environnement moderne semble conçu, presque involontairement, pour saboter cette faculté. Les plateformes numériques sont pensées pour capter et fragmenter notre attention, pas pour la nourrir. Chaque notification est une petite invitation à quitter le moment présent. Chaque flux infini d'images et d'informations est une porte ouverte à la dispersion. Dans ce contexte, apprendre à diriger son esprit n'est plus un exercice de développement personnel parmi d'autres. C'est un acte de résistance, une manière de reprendre possession de ce qui nous appartient le plus intimement, notre propre pensée. Tout au long de ce parcours, nous allons explorer, étape après étape, comment cette force se construit. Nous verrons comment elle s'appuie sur une volonté que l'on peut muscler comme n'importe quel autre attribut. Nous verrons comment elle se met au service d'un objectif clairement défini, comment elle nourrit la confiance et dissout la peur, comment elle transforme notre manière de travailler, de mémoriser, de créer et d'entrer en relation avec les autres. Nous verrons enfin comment elle cesse d'être un exercice ponctuel pour devenir une véritable manière d'être, une présence au monde qui change tout. Ce voyage commence par une décision simple mais déterminante. Cessez de subir la dispersion comme une fatalité et choisir, dès maintenant, de considérer votre attention comme le bien le plus précieux que vous ayez à protéger. Il y a une différence fondamentale entre vouloir quelque chose et avoir la volonté de l'obtenir. Beaucoup de gens confondent les deux, et c'est précisément cette confusion qui explique pourquoi tant de belles intentions finissent par s'évaporer avant même d'avoir pris forme. Vouloir est un état passager, une impulsion du moment. La volonté, elle, est une force que l'on construit, jour après jour, décision après décision, jusqu'à ce qu'elle devienne suffisamment solide pour résister aux tempêtes de la vie quotidienne.
Cette confusion mérite qu'on s'y attarde, car elle est à l'origine de bien des découragements. Combien de fois avons-nous commencé une tâche avec un enthousiasme sincère, pour nous retrouver quelques minutes plus tard en train de faire tout autre chose, sans même avoir remarqué le moment précis où notre attention a basculé. Ce glissement silencieux n'est pas un signe de faiblesse de caractère. C'est simplement la preuve d'une volonté qui n'a jamais été exercée, un muscle resté au repos et qui, comme n'importe quel muscle négligé, cède à la première résistance venue. Car c'est bien à un muscle qu'il faut comparer la volonté, et non à un talent inné que certains posséderaient et d'autres non. Un muscle se renforce par la répétition, par de petits efforts constants plutôt que par des sursauts spectaculaires et ponctuels. Il en va exactement de même pour cette capacité à tenir bon face à ses propres impulsions. Ce n'est pas en décidant un beau matin de tout changer d'un coup que l'on bâtit une volonté solide. C'est en accumulant, jour après jour, des petites victoires sur soi-même, si modestes soient-elles. Imaginez la volonté comme le gouvernail d'un navire. Sans elle, même le voilier le mieux conçu, même l'esprit le plus brillant, dérive au gré des vents et des courants extérieurs. Une notification, un moment d'inconfort, une distraction quelconque suffisent alors à faire changer de cap. Avec un gouvernail solide, en revanche, le navire peut affronter les vents contraires et maintenir sa trajectoire vers la destination choisie. La volonté ne supprime pas les tempêtes de la vie, elle donne simplement les moyens de ne pas s'y perdre. Le renforcement de cette volonté ne commence jamais par des défis héroïques. Il commence par des gestes minuscules, presque dérisoires en apparence. Décider de ne pas consulter son téléphone durant la première heure après le réveil. S'engager à lire quelques pages avant de céder à un divertissement facile. Refuser un grignotage entre deux repas alors que l'envie se fait sentir. Chacun de ces petits renoncements semble insignifiant pris isolément, mais c'est justement leur répétition qui forge, avec le temps, une force intérieure capable de résister à des tentations bien plus grandes. Il faut ici dissiper un malentendu fréquent. Beaucoup imaginent la volonté comme une lutte permanente, une tension épuisante contre soi-même, une sorte de guerre intérieure sans répit. Rien n'est plus contre-productif que cette vision. Une volonté véritablement exercée ne se manifeste pas par un combat de chaque instant, mais par une fluidité tranquille. On ne se bat plus contre ses propres penchants, on apprend à composer avec eux, à les anticiper, à organiser son environnement de manière à ne pas avoir à livrer bataille à chaque tentation. Celui qui sait qu'il est facilement distrait par son téléphone ne cherchera pas à prouver sa force de caractère en le laissant allumé à côté de lui. Il choisira, intelligemment, de le placer hors de portée. C'est cela, une volonté préventive, créer les conditions de sa propre réussite avant même que la tentation ne se présente. Il faut aussi accepter, sans se juger trop sévèrement, que cette force fluctue. Certains jours, on se sent capable de soulever des montagnes, prêt à tenir n'importe quel engagement pris envers soi-même. D'autres jours, la moindre résolution semble hors de portée, et l'on cède à la facilité au premier obstacle. Ces variations ne signifient pas un échec. Elles font partie intégrante du processus. Ce qui compte n'est jamais l'absence de faiblesse, mais la capacité à reprendre, encore et encore, après chaque moment de flottement. Chaque fois que l'on ramène son attention à l'engagement pris, chaque fois que l'on honore une promesse faite à soi-même après l'avoir un instant délaissée, on renforce un peu plus cette fibre intérieure. Ce travail sur la volonté ne concerne pas uniquement les grandes ambitions de vie. Il façonne aussi notre quotidien le plus ordinaire. C'est elle qui pousse à se lever un peu plus tôt pour avancer sur un projet personnel avant que la journée ne se remplisse d'obligations extérieures. C'est elle qui permet de reprendre une tâche après un échec, sans céder au découragement. C'est elle, encore, qui maintient certains choix de vie malgré les tentations contraires, qu'il s'agisse d'une habitude à changer ou d'un engagement à honorer sur la durée. Dans une époque qui valorise la satisfaction immédiate et les solutions instantanées, cultiver une volonté patiente et durable relève presque d'un acte de rébellion tranquille. Ce n'est ni une technique ni une astuce, mais un travail de fond, continu, silencieux. Et c'est précisément cette discipline intérieure, construite loin des regards et des applaudissements, qui permet un jour de transformer une simple intention en réalité tangible, un rêve flou en accomplissement concret. Salut et bienvenue sur Livres Sacrés, la chaîne qui décortique les meilleurs livres de sagesse, de motivation, de développement personnel et de réussite financière. Merci de nous soutenir en laissant un like et en vous abonnant
pour apprendre chaque jour et transformer votre vie. Une volonté bien exercée est une arme redoutable. Mais une arme, aussi puissante soit-elle, ne sert à rien si elle n'est pointée vers aucune cible précise. C'est là que beaucoup d'efforts se dissolvent dans le vide. On peut avoir développé une discipline de fer, une capacité à tenir ses engagements envers soi-même, et pourtant avancer dans une direction si floue qu'aucun résultat tangible ne finit jamais par apparaître. Il ne suffit pas de savoir concentrer son esprit. Encore faut-il savoir précisément sur quoi le concentrer. La plupart des gens vivent avec des désirs vagues plutôt qu'avec de véritables objectifs. Ils aspirent au succès, à l'aisance financière, au bonheur, mais laissés à cet état de généralité, ces souhaits ressemblent à des nuages, jolis à contempler mais impossibles à saisir. L'esprit fonctionne comme un projecteur. Braqué sur une image nette, il l'illumine avec une puissance remarquable. Dispersé sur un flou général, il ne produit qu'un halo diffus, incapable d'éclairer quoi que ce soit avec précision. Un objectif flou engendre inévitablement des résultats flous. La première étape consiste donc à s'arrêter, vraiment s'arrêter, et à se poser des questions que l'on esquive trop souvent par manque de temps ou par peur de la réponse. Que voulons-nous réellement, au fond de nous, une fois écartées les attentes des autres et les injonctions ambiantes? Qu'est-ce qui compte le plus, à ce moment précis de notre existence? Quel accomplissement, s'il se réalisait demain, changerait véritablement le cours de notre vie? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Elles demandent une introspection honnête, parfois inconfortable, mais c'est cette clarté initiale qui conditionne tout ce qui suivra. Une fois cette cible identifiée, encore faut-il la nourrir. Une intention formulée une seule fois puis oubliée dans un coin de l'esprit n'a que très peu de force. Il faut au contraire la faire vivre, la visualiser régulièrement, la charger d'émotions, jusqu'à ce qu'elle devienne plus présente à l'esprit que le confort de la routine actuelle. Certains y parviennent en tenant un carnet où ils décrivent leur objectif dans le détail. D'autres composent des rappels visuels qui croisent leur regard plusieurs fois par jour. Peu importe la méthode choisie, l'essentiel est de saturer l'esprit avec cette image jusqu'à ce qu'elle devienne le point de gravité autour duquel s'organisent naturellement les pensées et les actions. Mais nourrir un désir ne suffit pas non plus s'il reste superficiel. Il faut creuser derrière l'objectif pour en comprendre la raison profonde. Si l'on recherche la richesse, est-ce pour la liberté qu'elle procure, pour la sécurité qu'elle offre, ou pour la capacité qu'elle donne d'aider ceux qui nous entourent? Cette exploration des motivations profondes n'est pas un détour inutile. C'est elle qui donne à l'objectif sa véritable puissance de mobilisation. Un but relié à une valeur essentielle résiste bien mieux à l'épreuve du temps qu'un simple désir de surface. Une fois la cible clairement définie et son sens intérieur bien compris, il reste à canaliser toute l'énergie disponible vers cette unique direction. Cela suppose des renoncements. Il faut savoir refuser des opportunités séduisantes mais périphériques, celles qui détournent de la trajectoire principale sans jamais vraiment y contribuer. Pensez à un cours d'eau qui, malgré les rochers et les obstacles qu'il rencontre, continue inlassablement de se frayer un chemin vers la mer. Il ne cherche pas à explorer chaque affluent qui se présente. Il maintient sa direction, contourne ce qui doit l'être et avance. Cette focalisation change profondément la nature des obstacles rencontrés en chemin. Lorsque l'objectif est clair et que l'attention reste fixée dessus, chaque difficulté cesse d'être perçue comme une raison d'abandonner pour devenir simplement une information à intégrer, un ajustement à opérer. Un échec n'est plus une sentence définitive, mais un signal qui permet de corriger la trajectoire. C'est cette capacité à garder le cap malgré les revers qui distingue ceux qui finissent par atteindre leurs objectifs de ceux qui, au premier vent contraire, changent de direction et finissent par ne plus savoir où ils allaient. Il existe aussi un phénomène plus subtil, souvent négligé. Lorsque l'esprit est pleinement engagé envers un objectif précis, il devient étrangement plus réceptif aux opportunités qui peuvent y contribuer. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement que l'attention, une fois orientée avec constance, filtre différemment les informations qui nous entourent. Une personne concentrée sur le lancement d'un projet remarquera une rencontre, une ressource, une information qu'une personne dispersée aurait laissé passer sans même la voir. Ce n'est pas le monde qui change, c'est notre capacité à y repérer ce qui compte qui s'affine. Se fixer un but clair et s'y tenir n'est donc pas un exercice ponctuel que l'on effectue une fois pour toutes. C'est un processus vivant, qui commence par une clarté rigoureuse sur ce que l'on désire vraiment,
se poursuit par une visualisation constante qui ancre cette intention dans l'esprit et se conclut par une discipline implacable qui refuse toute dispersion. C'est ce processus, répété avec constance, qui transforme peu à peu un simple souhait en une trajectoire de vie assumée. Il existe une bataille qui se joue en silence, loin des regards, avant même que la moindre action ne soit entreprise. Cette bataille se déroule entièrement dans l'esprit, et c'est pourtant elle qui détermine, la plupart du temps, si un projet verra le jour ou restera à jamais dans le tiroir des bonnes intentions. Cette bataille, c'est celle que l'on mène contre ses propres peurs, ses doutes, ses habitudes qui freinent au lieu de propulser. Et l'arme la plus efficace pour la gagner n'est pas la force brute, mais la direction que l'on choisit de donner à ses pensées. Prenons d'abord les mauvaises habitudes, ces automatismes qui semblent parfois plus forts que notre propre volonté. Une habitude, qu'elle soit bénéfique ou destructrice, n'est rien d'autre qu'un chemin mental emprunté si souvent qu'il s'est creusé comme un sillon profond, un programme que le cerveau exécute presque sans réfléchir. La procrastination, les pensées négatives récurrentes, les distractions qui reviennent sans cesse, tout cela prend racine dans une attention qui n'a jamais été correctement dirigée. Livré à lui-même, l'esprit retombe naturellement dans ses schémas familiers, même lorsque ces schémas nuisent à ce que l'on cherche à accomplir. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de court-circuiter ces automatismes. Chaque fois que l'on choisit délibérément de porter son attention sur une alternative constructive plutôt que de laisser l'ancien réflexe se dérouler, on trace un nouveau chemin mental tout en laissant l'ancien s'affaiblir peu à peu, faute d'être emprunté. Cela demande un effort conscient au début, presque laborieux. Mais chaque répétition rend le nouveau chemin plus naturel, jusqu'à ce qu'il devienne à son tour un automatisme, positif cette fois. Ce n'est jamais en luttant frontalement contre une envie que l'on s'en libère le plus efficacement, c'est en redirigeant l'attention vers autre chose de suffisamment engageant pour occuper tout l'espace mental disponible. La peur fonctionne selon un mécanisme très proche. Elle se nourrit presque toujours de l'imagination, de ces scénarios catastrophes que l'esprit se met à dérouler dès qu'on le laisse divaguer sans contrôle. Un esprit qui vagabonde librement a tendance à s'attarder sur ce qui pourrait mal se passer, à amplifier des menaces qui, la plupart du temps, ne se concrétiseront jamais. Plus on laisse cette rumination se développer, plus elle prend de l'ampleur, jusqu'à devenir paralysante. Face à cela, la meilleure réponse n'est pas de chercher à faire taire la peur par la volonté seule, mais de saturer délibérément l'esprit avec des pensées orientées vers l'action, la préparation, la solution. Une personne qui redoute une prise de parole en public gagnera bien plus à concentrer son attention sur la préparation minutieuse de son intervention plutôt que sur l'anticipation anxieuse du jugement des autres. Ce déplacement de l'attention, pratiqué avec constance, finit par éroder la charge émotionnelle de la peur pour laisser place à une détermination plus posée. De cette capacité à rediriger son attention naît naturellement le courage. Il faut ici dissiper une confusion fréquente. Le courage n'est jamais l'absence de peur. C'est la capacité à agir malgré elle, à maintenir son regard fixé sur l'objectif alors même que l'inconfort ou l'incertitude cherchent à faire reculer. Cette capacité repose entièrement sur une force mentale entraînée à ne pas se laisser absorber par l'appréhension. Celui qui se lance dans une entreprise risquée ressent la peur tout autant que les autres. Ce qui le distingue, c'est sa capacité à concentrer son attention sur sa vision, sur les étapes concrètes à franchir, sur la valeur qu'il cherche à créer, plutôt que sur les critiques potentielles ou l'incertitude ambiante. C'est cette focalisation sur le but qui finit par éclipser le doute. Vient enfin la motivation, souvent perçue à tort comme une émotion spontanée qui nous tomberait dessus par chance certains jours et nous abandonnerait les autres. En réalité, la motivation se cultive tout autant qu'elle se subit. Diriger consciemment son esprit vers des pensées d'abondance, de possibilités et de réussite finit par orienter naturellement l'énergie disponible vers leur concrétisation. À l'inverse, un esprit focalisé sur le manque, sur les limitations, sur tout ce qui pourrait échouer, ne fait qu'attirer davantage de ces mêmes expériences. Le doute n'est finalement rien d'autre qu'une concentration inversée, une attention placée sur ce que l'on ne veut pas plutôt que sur ce que l'on cherche à créer. Dans un environnement saturé d'informations anxiogènes, où les nouvelles négatives circulent bien plus vite et bien plus largement que les bonnes, cette discipline mentale devient un véritable acte de protection. Filtrer consciemment ce que l'on laisse entrer dans son esprit, refuser de se laisser submerger par le flot d'inquiétudes ambiantes, ce n'est pas de l'aveuglement volontaire.
C'est une manière de préserver l'espace mental nécessaire pour continuer à avancer. Une personne qui choisit de regarder chaque difficulté comme une occasion d'apprendre traversera les mêmes obstacles qu'une autre, mais elle en ressortira renforcée là où l'autre, focalisée sur l'aspect négatif, n'y verra qu'un mur infranchissable. Cette dynamique se joue jusque dans notre rapport le plus intime à l'effort. Lorsqu'on concentre son attention sur le sentiment de satisfaction que procurera l'accomplissement d'une tâche, sur les bénéfices concrets qui en découleront, quelque chose s'active en nous qui rend l'action plus fluide, presque désirable. À l'inverse, s'attarder sur la difficulté du chemin, sur les efforts qu'il faudra fournir, use la motivation avant même d'avoir commencé. Visualiser l'aboutissement, c'est littéralement donner du carburant à l'élan intérieur. Ce travail de redirection constante de l'attention, loin des peurs et des doutes vers le courage et l'action, ne relève pas d'un simple ajustement de façade. C'est un remodelage profond de la manière dont on habite sa propre vie. En apprenant à diriger son esprit vers ce qui construit plutôt que vers ce qui paralyse, on ne devient pas seulement plus efficace. On devient plus résilient, plus disposé à agir malgré l'incertitude, et fondamentalement plus libre. Il existe deux façons de traverser une journée de travail. La première consiste à s'agiter dans tous les sens, à répondre à chaque sollicitation dès qu'elle survient, à jongler entre plusieurs tâches en donnant l'impression d'être débordé et indispensable. La seconde consiste à choisir une seule chose à la fois, à s'y plonger entièrement, et à ne passer à la suivante qu'une fois celle-ci véritablement accomplie. La première façon donne l'illusion de la productivité. La seconde en produit réellement les résultats. Et la différence entre les deux tient presque entièrement à une seule chose, la qualité de l'attention que l'on accorde à ce que l'on fait. Ce point mérite d'être souligné, car il va à contre-courant d'une croyance largement répandue. On pense trop souvent que l'efficacité se mesure au nombre d'heures passées derrière un écran ou au nombre de tâches lancées en parallèle. Or ce n'est jamais la durée qui détermine la valeur d'un travail, c'est la profondeur de l'engagement mental qu'on y consacre. Un esprit divisé, qui passe d'un onglet à l'autre, d'une conversation à un email puis à une nouvelle recherche, ne fait qu'effleurer chaque tâche sans jamais s'y immerger véritablement. Le résultat s'en ressent presque toujours, davantage d'erreurs, un travail moins abouti, une sensation d'épuisement disproportionnée par rapport à ce qui a réellement été accompli. À l'inverse, celui qui s'autorise à se consacrer entièrement à une seule chose découvre un état particulier, où le temps semble se dilater, où les distractions extérieures s'effacent presque naturellement. C'est dans cet état que surgissent les idées les plus fécondes, que les problèmes complexes trouvent leur résolution avec une fluidité qui semblait impossible quelques minutes plus tôt. Ce n'est pas un hasard si les avancées les plus significatives, dans quelque domaine que ce soit, naissent presque toujours de périodes d'immersion profonde plutôt que de sessions de travail fragmentées. Cette logique s'applique tout autant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle d'une organisation entière. Celui qui dirige une équipe ou une entreprise avec succès n'est jamais celui qui s'agite le plus ou qui répond au plus grand nombre de sollicitations urgentes. C'est celui qui parvient à voir au-delà du bruit quotidien, à identifier les priorités réelles et à orienter ses ressources humaines, financières, intellectuelles, vers ce qui compte vraiment sur le long terme. On pourrait comparer cette posture à celle d'un capitaine qui, malgré une mer agitée, garde les yeux rivés sur le cap fixé plutôt que de réagir frénétiquement à chaque vague. Ce sont les organisations capables de maintenir ce cap, sans se laisser distraire par les urgences mineures ou les modes passagères, qui traversent le temps avec le plus de solidité. La productivité, en réalité, n'a jamais été une question de gestion du temps. C'est une question de gestion de l'attention. Combien de réunions échouent à produire quoi que ce soit d'utile simplement parce que les participants ont l'esprit ailleurs, le regard tourné vers leur téléphone? Combien de projets s'enlisent, non par manque de compétences, mais par manque d'un engagement continu et concentré envers leur avancement? La solution ne réside pas dans une meilleure organisation de l'agenda, mais dans la capacité à s'engager pleinement, sans réserve, dans la tâche que l'on a choisi de traiter à un instant donné. Pour l'un, cela signifiera bloquer une plage horaire sans email ni notification pour avancer sur un dossier important. Pour l'autre, cela voudra dire accorder une attention entière à la personne en face de soi plutôt que de préparer déjà sa prochaine réponse. Cette qualité de présence a des effets qui dépassent largement la simple efficacité. Elle transforme aussi la manière dont les décisions sont prises. Un esprit dispersé, confronté à une multitude d'informations, a tendance à trancher dans l'urgence,
sous le coup de l'émotion ou sur la base de données incomplètes. Un esprit concentré, en revanche, peut examiner un problème sous tous ses angles, anticiper les conséquences de chaque option et peser sereinement le pour et le contre. C'est cette clarté qui permet, par exemple, à un investisseur de ne pas céder à la panique face à une rumeur de marché, mais de fonder ses choix sur une analyse solide des fondamentaux plutôt que sur l'agitation ambiante. Il faut aussi mentionner ce que cette capacité de concentration rend possible sur le long terme, le développement d'une véritable expertise. Dans un monde saturé d'informations superficielles, ceux qui parviennent à se plonger en profondeur dans un domaine précis, à y consacrer une attention soutenue et répétée, finissent par acquérir une maîtrise que la dispersion ne permettra jamais d'atteindre. Un geste chirurgical précis, un plan architectural rigoureux, une analyse financière fiable, tout cela repose sur la même capacité fondamentale à rester pleinement présent à ce que l'on fait, sans se laisser distraire par ce qui n'a pas sa place à cet instant précis. Le mythe du multitâche efficace mérite ici d'être définitivement écarté. Faire plusieurs choses à la fois donne une impression de dynamisme, mais ce n'est qu'une illusion. Le cerveau ne traite jamais réellement deux tâches complexes simultanément, il bascule seulement très rapidement de l'une à l'autre, perdant à chaque bascule une partie de son efficacité. La vraie performance vient toujours de la capacité à se consacrer entièrement à une chose avant de passer à la suivante, plutôt que de disperser son attention entre plusieurs fronts à la fois. En définitive, cultiver cette qualité d'attention au travail n'est pas seulement une question de résultats à produire. C'est aussi une forme de respect envers son propre temps et envers celui des autres. Un travail mené avec une attention pleine et entière comporte moins d'erreurs, avance plus vite, et laisse derrière lui un sentiment de satisfaction que l'agitation ne procure jamais. C'est cette force tranquille, invisible mais déterminante, qui distingue sur la durée ceux qui avancent avec constance de ceux qui s'épuisent sans jamais vraiment progresser. Beaucoup de gens se plaignent d'avoir une mauvaise mémoire, comme s'il s'agissait d'une fatalité génétique, un peu comme la couleur des yeux ou la taille. Pourtant, dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas la mémoire elle-même qui fait défaut. C'est l'attention que l'on a portée à l'information au moment même où elle se présentait. On ne peut pas espérer retrouver plus tard ce que l'on n'a jamais réellement enregistré. Le problème n'est donc que très rarement un problème de stockage. C'est presque toujours un problème d'attention initiale. Cette distinction change tout, car elle déplace la responsabilité d'une capacité que l'on croit figée vers une discipline que l'on peut développer. Un esprit dispersé capte l'information de manière superficielle, un peu comme une pluie fine qui glisse sur une surface lisse sans jamais vraiment y pénétrer. Un esprit concentré, au contraire, imprime cette même information avec une force et une netteté qui la rendent facilement récupérable plus tard. La différence ne se joue pas au moment du souvenir, mais bien plutôt au moment même de l'acquisition. Prenons un exemple simple, celui de la lecture. Combien de fois avons-nous parcouru des yeux un texte entier sans en retenir la moindre idée, parce que notre esprit était ailleurs pendant que notre regard suivait mécaniquement les lignes? Ce type de lecture, purement mécanique, ne laisse quasiment aucune trace. À l'inverse, s'engager pleinement avec un texte, en absorbant le sens de chaque phrase, en visualisant les concepts évoqués, transforme une information volatile en un souvenir durable. Il en va exactement de même dans les échanges avec les autres. Retenir le nom d'une personne que l'on vient de rencontrer ne relève pas d'un talent particulier. Cela suppose simplement de l'écouter réellement au moment où elle se présente, de répéter mentalement ce nom, de l'associer à un détail marquant. C'est cet effort minime de focalisation qui fait toute la différence entre un souvenir qui s'évapore et un souvenir qui reste. Notre époque rend cet exercice particulièrement difficile, et c'est bien là que réside le paradoxe. Nous n'avons jamais eu accès à autant d'informations, et pourtant nous en retenons de moins en moins. Nous survolons des montagnes de contenu, nous scrollons sans nous arrêter, persuadés d'accumuler du savoir alors que nous ne faisons qu'effleurer la surface des choses. Cette habitude du survol permanent fragmente notre capacité d'attention au point de rendre la mémorisation presque accessoire. On ne retient plus ce que l'on croise, on l'oublie presque instantanément, remplacé par le contenu suivant qui capte à son tour, pour quelques secondes, notre regard distrait. C'est ici qu'intervient l'autre pilier de cette même faculté, la gestion de l'attention elle-même. Il faut apprendre à considérer l'attention comme une ressource limitée et précieuse, et non comme un flux inépuisable que l'on pourrait distribuer sans compter entre 1000 sollicitations.
Laissée à elle-même, constamment happée par des notifications, des bruits ambiants ou des pensées intrusives, l'attention finit par créer une sorte de brouillard mental permanent, une incapacité chronique à se poser durablement sur quoi que ce soit. Reprendre les rênes de cette attention, la diriger consciemment là où on le souhaite et l'y maintenir aussi longtemps que nécessaire, voilà ce qui distingue un esprit maître de lui-même d'un esprit ballotté par son environnement. Certains exercices simples permettent d'entraîner concrètement cette capacité. La lecture active, par exemple, consiste à s'arrêter après chaque paragraphe pour en résumer mentalement l'idée principale, une pause qui oblige l'esprit à véritablement traiter l'information plutôt qu'à la laisser glisser. La réflexion ciblée, elle, consiste à choisir un sujet et à le considérer sous plusieurs angles pendant un temps donné, sans se laisser dérouter par d'autres pensées parasites. Ce ne sont pas de simples astuces mnémotechniques. Ce sont de véritables séances d'entraînement pour le muscle de l'attention, un muscle qui, une fois renforcé, profite à toutes les fonctions de l'esprit, la mémoire y compris. Un effet secondaire remarquable de cette pratique mérite d'être souligné. Un esprit entraîné à se concentrer devient, presque naturellement, un esprit plus calme. Lorsque l'attention cesse d'être ballottée en permanence, ce bavardage mental incessant qui commente tout et rien finit par s'apaiser. Il en résulte un sentiment de stabilité intérieure qui, loin d'être un simple confort, constitue en réalité un terrain particulièrement favorable à l'apprentissage et à la mémorisation. Un esprit agité retient mal. Un esprit apaisé retient avec une facilité déconcertante. Cette même discipline permet également de prendre de la distance avec ses propres pensées vagabondes. On apprend progressivement à reconnaître une pensée intrusive pour ce qu'elle est, un simple passage, sans s'y accrocher ni la laisser dérouter le fil de ce que l'on était en train de faire. Ce n'est pas devenir insensible ou mécanique. C'est simplement retrouver la capacité de choisir où investir son énergie mentale, plutôt que de l'avoir captée malgré soi par le premier stimulus venu. Adopter une approche où l'on se consacre à une seule chose à la fois, plutôt que de multiplier les fronts ouverts simultanément, s'avère systématiquement plus efficace, tant pour la qualité du travail accompli que pour ce que l'on en retient ensuite. Un temps d'étude ininterrompu de 30 minutes produira toujours de meilleurs résultats qu'une heure entrecoupée d'interruptions répétées. Ce n'est pas une question de volume de temps investi, mais bien de qualité de présence pendant ce temps. Au bout du compte, cultiver cette attention, c'est aussi apprendre à discerner l'essentiel du superflu, dans un monde qui ne cesse de nous submerger d'informations de valeur inégale. C'est une forme d'économie mentale, une manière de se protéger de la surcharge cognitive tout en construisant, patiemment, une base de connaissances réellement solide. La mémoire cesse alors d'être perçue comme un fardeau de dates et de détails à retenir de force, pour devenir un réservoir organisé, facilement accessible, nourri par un esprit qui a appris à s'engager pleinement avec ce qu'il rencontre. Personne ne devient musicien accompli après une seule séance de pratique, ni athlète après un unique entraînement. Ces compétences se construisent par la répétition, par des efforts modestes mais réguliers qui s'accumulent jusqu'à devenir une seconde nature. Il en va exactement de même pour la concentration. Ce n'est pas un don que l'on possède une fois pour toutes, mais une compétence qui s'entretient au quotidien, à travers des gestes simples répétés avec constance jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Il est utile, à ce stade, de changer notre regard sur ce que représente cette discipline. On a tendance à percevoir la discipline comme une contrainte, quelque chose qui restreint notre liberté. C'est en réalité tout l'inverse. La discipline mentale est ce qui nous libère des caprices de notre propre esprit, de cette tendance à céder à chaque distraction qui se présente, à chaque impulsion qui traverse notre champ de conscience. Loin d'être une prison, elle est la condition même d'une véritable liberté intérieure. Cessez de considérer la concentration comme un effort exceptionnel, réservé à des circonstances particulières, pour en faire une manière d'habiter chaque instant, voilà ce qui change tout. Ce travail commence par un principe simple mais souvent négligé, la pleine présence à l'instant vécu. Notre esprit, livré à lui-même, oscille en permanence entre le passé, sous forme de regret ou de rumination, et le futur, sous forme d'anxiété ou de planification excessive. Rarement il se pose véritablement dans le présent. Or c'est précisément dans ce présent que se joue tout ce qui compte réellement. Porteur une attention pleine et entière à des gestes que l'on effectue habituellement de manière mécanique constitue un excellent terrain d'entraînement. Manger en portant attention aux saveurs et aux textures plutôt qu'en pensant déjà à autre chose. Marcher en étant conscient de ses pas,
du contact du sol, des sons alentours. Ces moments ordinaires, que l'on traverse d'habitude sans y prêter la moindre attention, deviennent alors de véritables séances d'entraînement pour le muscle de la présence. Certains exercices plus formels permettent d'aller plus loin. La respiration consciente en fait partie. S'asseoir quelques minutes dans un endroit calme et porter toute son attention sur le simple mouvement de l'air qui entre et qui sort suffit à révéler à quel point l'esprit a naturellement tendance à s'échapper. Ce n'est pas un échec lorsque l'attention se détourne, c'est même une étape attendue et normale de l'exercice. Le véritable entraînement réside dans le geste de ramener, sans agacement ni jugement, son attention au point de départ, encore et encore. Chaque retour constitue une répétition qui renforce, un peu plus, cette capacité à se recentrer. Un exercice voisin consiste à choisir un son ambiant, le tic-tac d'une horloge, un bruit lointain de circulation, le chant d'un oiseau, et à concentrer son attention exclusivement sur lui, en laissant tous les autres stimuli passer à l'arrière-plan sans s'y accrocher. Là encore, la répétition prime sur la performance immédiate. Ce ne sont pas des exercices spectaculaires. Ils n'ont rien d'impressionnant à raconter. Mais c'est précisément cette simplicité qui les rend accessibles à tous, à tout moment de la journée, sans matériel ni conditions particulières. La lecture, elle aussi, peut devenir un terrain d'entraînement quotidien lorsqu'on cesse de la pratiquer de manière passive. Plutôt que de laisser le regard glisser sur les lignes sans réel engagement, s'arrêter après chaque paragraphe, se demander ce que l'on vient réellement de comprendre, tenter d'en résumer l'idée centrale, voilà une pause qui force l'esprit à s'investir pleinement dans ce qu'il lit. Cette méthode, plus exigeante qu'une lecture rapide et superficielle, produit une compréhension et une rétention sans commune mesure. Il faut aussi accepter que cette pratique ne progresse jamais de manière linéaire. Certains jours, rester concentré semblera d'une facilité déconcertante. D'autres jours, chaque minute demandera un effort presque disproportionné. Cette irrégularité ne doit pas être source de découragement. Ce qui construit véritablement cette compétence, ce n'est pas l'intensité ponctuelle de quelques journées exceptionnelles, mais la régularité modeste et continue des efforts fournis, même les plus petits, même ceux qui semblent dérisoires sur le moment. Cette attention entraînée trouve également un terrain d'application précieux dans nos relations aux autres. Dans une conversation, combien de fois écoutons-nous réellement notre interlocuteur, et combien de fois sommes-nous déjà occupés à préparer notre propre réponse pendant qu'il parle encore ? Une écoute pleinement présente, débarrassée de cette anticipation permanente, change profondément la qualité des échanges. On ne se contente plus d'entendre des mots, on perçoit des nuances, des émotions, des intentions qui échappent totalement à une attention distraite. C'est une forme de concentration qui enrichit l'existence bien au-delà de toute considération de productivité. Enfin, cette pratique régulière ouvre la voie à une connaissance de soi plus fine. En observant, sans complaisance mais sans dureté non plus, les moments où l'esprit se disperse et les raisons pour lesquelles il le fait, on apprend à reconnaître ses propres schémas, ses tendances à la procrastination, ses réflexes d'évitement face à certaines tâches. Cette observation attentive de soi-même constitue la première étape vers une véritable maîtrise intérieure. C'est en devenant conscient de la manière dont nos pensées se déplacent que nous pouvons, peu à peu, apprendre à les diriger plutôt qu'à simplement les subir. Intégrer ainsi la concentration dans le tissu même du quotidien, à travers des gestes simples répétés sans relâche, c'est transformer une compétence abstraite en une réalité vécue. Ce n'est plus un exercice que l'on pratique de temps en temps, c'est une manière d'habiter chaque instant avec un peu plus de présence, un peu plus de clarté, et, au fil du temps, une stabilité intérieure que rien ne semblait pouvoir offrir auparavant. On imagine souvent la créativité comme un éclair soudain, une illumination qui frapperait au hasard certains esprits plus chanceux que d'autres. Cette image, aussi séduisante soit-elle, ne correspond que rarement à la réalité. Dans l'immense majorité des cas, ce que l'on appelle une idée géniale n'est que le fruit visible d'une concentration soutenue, patiente, parfois longue, sur un problème ou un sujet donné. L'inspiration ne visite pas les esprits dispersés. Elle se manifeste presque toujours lorsque l'attention a été suffisamment focalisée pour laisser émerger des connexions que la dispersion aurait rendues invisibles. Un esprit qui saute d'une pensée à l'autre sans jamais s'attarder ne peut établir ces liens subtils qui sont pourtant l'essence même de l'innovation. À l'inverse, lorsqu'on se plonge intensément dans un sujet, toutes les ressources mentales disponibles se mobilisent autour de lui.
Le cerveau explore différentes pistes, réorganise des informations déjà présentes mais jusque-là déconnectées les unes des autres, et finit par révéler des combinaisons inédites. On pourrait comparer ce phénomène à un faisceau lumineux dirigé sur un point précis. Plus ce faisceau est concentré, plus il révèle de détails invisibles à l'œil nu dans une lumière diffuse. C'est exactement ce que fait une attention intensément focalisée sur une question donnée. Elle éclaire des recoins que l'esprit distrait ne soupçonnait même pas. Cette même logique s'applique à l'imagination, cette faculté que l'on associe trop souvent au simple divertissement mental. Laissée à elle-même, sans direction, l'imagination peut effectivement s'égarer dans des scénarios inutiles, voire anxiogènes, ressassant des craintes ou des fantasmes stériles. Mais dirigée avec intention, cette même faculté devient un formidable outil de construction. Visualiser en détail un objectif à atteindre, se représenter mentalement les étapes nécessaires pour y parvenir, anticiper les obstacles probables et les réponses à leur apporter, tout cela exige une concentration soutenue et transforme l'imagination en un véritable espace de préparation. Ce n'est pas un hasard si ceux qui bâtissent des projets ambitieux commencent presque toujours par les visualiser intensément avant même d'en poser la première pierre concrète. Cette anticipation mentale ne relève pas du rêve éveillé, elle constitue une répétition, une préparation qui augmente réellement les chances de succès une fois l'action engagée. Il existe également une dimension plus discrète, mais tout aussi réelle, de cette même concentration, sa capacité à influencer positivement ceux qui nous entourent. Une personne dont l'esprit est clair, dont l'intention est nette et fermement tenue, dégage naturellement une forme de conviction qui inspire confiance. Il ne s'agit pas ici de manipulation ni de technique de persuasion calculée, mais d'une force qui émane simplement de la clarté d'un esprit qui sait précisément où il va. Une personne hésitante, dont l'attention se disperse au moindre doute, transmettra cette hésitation à ceux qui l'écoutent, quelle que soit la qualité de son discours. À l'inverse, une conviction née d'une concentration profonde et sincère se communique presque sans effort, portée par une énergie que les mots seuls ne suffiraient pas à créer. Cette capacité à façonner ce qui nous entoure par la qualité de notre attention mérite qu'on s'y attarde plus longuement. Ce que nous choisissons de fixer mentalement, avec constance et intensité, finit invariablement par colorer notre perception du monde extérieur. Un esprit constamment tourné vers le manque, vers les limitations, vers l'échec anticipé, aura tendance à percevoir davantage de confirmation de ces mêmes craintes, simplement parce qu'il y est particulièrement attentif. Un esprit orienté avec la même constance vers les possibilités, vers l'abondance, vers la réussite, développera au contraire une sensibilité accrue à tout ce qui va dans ce sens. Ce n'est pas une question de chance qui favoriserait certains plutôt que d'autres, c'est une question de filtre mental, façonné par ce sur quoi l'on choisit, jour après jour, de porter son attention. On observe aussi que les moments de plus grande clarté, ces intuitions soudaines qui semblent parfois surgir de nulle part, apparaissent presque toujours lorsque l'esprit est silencieux et profondément absorbé, libéré du bruit habituel des pensées parasites et des jugements automatiques. Ce sont ces instants de calme concentré qui permettent les découvertes les plus inattendues, les formulations les plus justes, les créations les plus abouties. Rien de tout cela ne surgit dans l'agitation. Tout cela demande, au contraire, un espace mental dégagé, patiemment construit par une pratique répétée de l'attention. Face à des problèmes de plus en plus complexes, cette capacité à penser de manière ciblée devient une compétence essentielle. Une approche fragmentée, qui saute d'un aspect à l'autre sans jamais s'y arrêter suffisamment, ne produit généralement que de la confusion supplémentaire. Seule une attention soutenue permet de décomposer un problème en ses différentes composantes, d'en percevoir les interconnexions et de construire progressivement une solution cohérente plutôt qu'une réponse hâtive et partielle. Face à un dysfonctionnement complexe ou à une situation confuse, c'est cette capacité à rester concentré sur la cause profonde, plutôt que de se laisser distraire par les symptômes les plus visibles, qui permet de résoudre véritablement ce qui doit l'être. En définitive, cette faculté à diriger son attention avec intensité ne se contente pas d'améliorer l'efficacité personnelle. Elle ouvre un accès à une créativité plus riche, à une influence plus authentique, à une capacité de compréhension qui dépasse largement ce qu'une pensée dispersée pourrait jamais atteindre. C'est en apprenant à concentrer son esprit avec cette précision que l'on cesse d'être un simple spectateur des événements pour devenir, peu à peu, un véritable acteur capable de façonner ce qui l'entoure. Savoir que la concentration peut transformer une existence ne suffit jamais à produire le moindre résultat concret.
Entre la connaissance d'un principe et sa mise en application quotidienne se dresse un fossé que beaucoup ne parviennent jamais à franchir. Ce fossé porte un nom simple, presque banal, mais dont la portée est immense, la discipline. Sans elle, même la compréhension la plus fine des mécanismes de l'attention reste lettre morte, une belle idée qui ne change rien à la réalité vécue. Il faut ici corriger une image faussée de ce que représente réellement la discipline. On l'associe trop souvent à une forme de punition, à une privation imposée que l'on subirait avec résignation. C'est exactement l'inverse qui se produit lorsqu'elle est bien comprise. La discipline mentale est ce qui nous soustrait à la tyrannie de l'humeur du moment, aux caprices de la procrastination, à l'emprise des distractions qui se présentent sans relâche. Sans elle, notre esprit devient le jouet de chaque impulsion extérieure et intérieure, ballotté d'un stimulus à l'autre sans jamais choisir vraiment sa direction. La discipline, c'est précisément cet acte de reprendre les commandes, de décider consciemment où notre attention doit se poser et de l'y maintenir, même quand l'envie de céder se fait sentir. Cette discipline ne surgit jamais spontanément. Elle se construit, très concrètement, par la mise en place de routines et de repères stables. Notre esprit apprécie la prévisibilité, il s'y ancre facilement. Choisir un moment précis de la journée, toujours le même, pour se consacrer à ce qui compte le plus, et créer un environnement dégagé de toute sollicitation inutile pour l'accompagner, voilà un geste simple qui, répété jour après jour, envoie un signal clair à l'esprit, c'est le moment de se concentrer. Avec le temps, ce rituel cesse d'exiger un effort de volonté considérable. Il devient un déclencheur presque automatique, une porte que l'on franchit sans plus avoir à se forcer. Cette construction repose aussi sur une honnêteté sans complaisance envers soi-même. Il faut observer, sans se juger trop sévèrement mais sans se mentir non plus, les moments précis où l'esprit a tendance à s'échapper. Quelles circonstances favorisent la dispersion? Quelles distractions reviennent le plus souvent? Une fois ces schémas identifiés, il devient possible d'anticiper plutôt que de subir. Si les réseaux sociaux représentent une faiblesse récurrente, la discipline pourra prendre la forme de périodes de déconnexion volontaire. Si la procrastination guette face à une tâche particulièrement ardue, s'engager à y consacrer seulement 5 minutes suffit souvent à briser l'inertie initiale, cette résistance qui semble insurmontable avant même d'avoir commencé mais qui s'évapore dès qu'on s'y met vraiment. Connaître ses propres failles n'est pas un aveu de faiblesse, c'est au contraire la condition pour bâtir des défenses efficaces. Il faut également accepter, sans s'en trouver déstabilisé, que cette discipline connaîtra des ratés. Il y aura des jours où les engagements pris envers soi-même ne seront pas tenus, où la distraction l'emportera, où l'impression de régresser dominera. La discipline ne consiste jamais en l'absence totale d'erreurs, mais dans la capacité à se relever après chaque écart sans s'enfoncer dans l'autocritique. Plutôt que de se flageller ou de tout abandonner d'un coup, l'attitude la plus utile consiste à examiner calmement ce qui n'a pas fonctionné, à en tirer un enseignement, puis à ajuster son approche pour la suite. Chaque reprise, aussi modeste soit-elle, renforce un peu plus cette force intérieure. La régularité compte infiniment plus que la perfection recherchée à tout prix, car c'est précisément cette quête de perfection qui décourage le plus sûrement toute tentative de progrès. Cette même discipline s'exerce aussi, et peut-être surtout, dans la gestion de nos pensées et de nos émotions les plus perturbatrices. Le doute, la peur, la colère, la jalousie surgissent régulièrement, sans prévenir, et menacent de submerger l'attention si on les laisse s'installer et proliférer. La discipline mentale ne consiste pas à nier ces états intérieurs ni à les combattre frontalement, mais à les reconnaître pour ce qu'ils sont, des passages, sans s'y attacher, avant de rediriger consciemment son attention vers des pensées plus utiles. C'est une forme d'entretien intérieur quotidien, un nettoyage discret qui maintient l'esprit disponible et clair, prêt à se concentrer sur ce qui mérite réellement de l'être. Cette même force permet aussi de trancher parmi les innombrables sollicitations qui se présentent au quotidien. Dans un monde saturé d'opportunités et de distractions, la discipline offre la capacité de refuser ce qui est simplement acceptable pour préserver son énergie pour ce qui est réellement essentiel. Cela peut signifier décliner une invitation pour avancer sur un projet qui compte davantage, ou renoncer à un plaisir immédiat pour investir dans quelque chose de plus durable. Cette capacité à prioriser, à rester fidèle à ses engagements même lorsque les tentations contraires se multiplient, distingue durablement ceux qui avancent de ceux qui s'éparpillent. Il faut enfin comprendre que cette discipline n'est jamais une fin en soi.
Elle est un chemin vers une forme de liberté bien plus grande que celle offerte par l'absence de contraintes. Paradoxalement, c'est en s'imposant certaines limites, des plages sans distraction, des engagements tenus coûte que l'on gagne en marge de manœuvre réelle sur sa propre existence. Cette liberté se traduit par la capacité à choisir ses actions plutôt qu'à les subir, à diriger son attention vers ce qui compte plutôt qu'à se laisser porter par le premier courant venu. Une personne disciplinée n'est pas une personne rigide, c'est une personne qui a d'abord pris possession de son propre esprit avant de chercher à façonner quoi que ce soit à l'extérieur. Cette discipline mentale, construite patiemment, loin de toute reconnaissance immédiate, constitue en réalité la véritable forge où l'attention, la volonté et l'intention se transforment en une force capable de produire des résultats concrets et durables. Il existe un moment, dans le parcours de quiconque s'engage sérieusement à cultiver son attention, où quelque chose bascule discrètement. Ce qui n'était au départ qu'une série d'exercices, de petits efforts consentis ici et là, cesse peu à peu d'être une pratique ponctuelle pour devenir une manière d'être. On ne se concentre plus seulement lorsqu'on l'a décidé, pour une tâche précise, à un moment défini. On commence à porter cette qualité d'attention dans chaque interstice de l'existence, sans même y penser consciemment. C'est à cet instant que la concentration cesse d'être quelque chose que l'on fait pour devenir, tout simplement, ce que l'on est. Ce basculement change profondément le rapport que l'on entretient avec son propre esprit. Plutôt que de réserver son attention à des moments précis, comme on allumerait et éteindrait un projecteur selon les besoins, on découvre une forme de présence plus fluide, qui se pose naturellement là où elle est requise, sans effort excessif ni tension particulière. Ce n'est plus une concentration forcée, arrachée à un esprit récalcitrant, mais une concentration qui s'installe avec aisance, presque sans qu'on ait à la solliciter. Chaque instant, qu'il s'agisse de travailler, de converser, de se reposer ou même simplement de laisser son esprit vagabonder un peu, se vit alors avec une intensité et une clarté qu'on ne connaissait pas auparavant. Cette transformation intérieure a des effets tangibles sur la structure même de nos pensées. Un esprit qui a appris à se concentrer cesse d'être un flux chaotique d'idées, de soucis et de fantaisies qui se bousculent sans ordre ni direction. Il devient un outil organisé, capable de trier ce qui compte de ce qui n'a pas sa place, de délibérer avec discernement, de trancher avec une clarté qui surprend parfois celui-là même qui la découvre en lui. Ce n'est plus le bruit ambiant, les opinions changeantes ou les urgences du moment qui dictent nos pensées. C'est une intention consciente, patiemment construite, qui reprend sa juste place au centre de la décision. Cette clarté intérieure se répercute inévitablement sur nos actions. Un esprit concentré agit avec une intentionnalité que l'agitation ne permet jamais d'atteindre. Il n'y a plus ce gaspillage d'énergie dans des activités qui n'aboutissent à rien, ces demi-mesures qui donnent l'illusion d'avancer sans jamais réellement progresser. Chaque geste, chaque choix se trouve imprégné d'un but plus net, plus assumé. C'est toute la différence entre tenter vaguement quelque chose et le faire avec une détermination qui ne laisse aucune place au doute. Celui qui a cultivé cette qualité d'attention ne se laisse pas dérouter par le premier obstacle venu. Il l'affronte avec une énergie dirigée, portée par la clarté de ce qu'il cherche à accomplir. Ce changement se ressent aussi, et peut-être surtout, dans nos relations aux autres. Une présence pleine et entière transforme la qualité d'un échange bien plus sûrement qu'un discours élaboré ou qu'une attention divisée entre plusieurs préoccupations. Être réellement là, sans arrière-pensée, sans anticipation constante de ce qui va suivre, permet des liens plus profonds, une écoute plus juste, une compréhension plus fine de ce que l'autre traverse. Le travail lui-même prend une dimension différente lorsqu'on s'y engage pleinement plutôt que de le traverser à moitié absent. Ce qui semblait autrefois fastidieux devient porteur de sens, simplement parce qu'on y met une attention entière plutôt que fragmentée. Une des conséquences les plus précieuses de cette manière d'être concerne notre rapport aux difficultés de l'existence. Face à un coup dur, une personne qui a cultivé cette capacité de concentration ne se laisse pas immédiatement submerger par le désespoir. Elle parvient, souvent plus rapidement qu'on ne l'imaginerait, à rediriger son attention vers la recherche de solutions, vers ce que l'expérience peut lui enseigner, vers la reconstruction plutôt que vers la plainte. Ce n'est pas de l'indifférence face à la douleur, mais une capacité à ne pas s'y enfermer indéfiniment, à garder suffisamment d'espace mental disponible pour continuer d'avancer malgré tout. Cette faculté agit comme un véritable bouclier intérieur, précieux dans les moments où tout semble vaciller.
Cette même qualité d'attention nourrit aussi une forme de discernement plus fine sur le monde qui nous entoure. En étant véritablement présent à ce que l'on vit, on observe davantage, on remarque des détails, des liens, des nuances qui échappent totalement à un esprit distrait et pressé. Chaque expérience devient alors une occasion d'apprendre un peu plus, de comprendre un peu mieux les dynamiques profondes qui gouvernent nos existences. Ce n'est pas seulement une capacité à se focaliser sur un point précis, c'est aussi, paradoxalement, une capacité à percevoir la globalité d'une situation, à en saisir les implications qui dépassent l'instant présent. Il faut cependant se garder d'imaginer que ce cheminement connaît un point d'arrivée définitif, un moment où l'on deviendrait enfin et pour toujours pleinement concentré, libéré de toute dispersion future. Ce serait une illusion. Cette manière d'être exige un engagement renouvelé chaque jour, une vigilance qui ne se relâche jamais complètement, un choix répété de revenir, encore et encore, à l'instant présent et à ce qui compte vraiment. Mais la récompense de cet engagement continu dépasse largement l'effort qu'il demande. Elle se traduit par une existence vécue avec intention, avec une clarté rare, et par ce sentiment profond, presque tranquille, de tenir réellement les rênes de sa propre vie plutôt que de la voir simplement défiler. On imagine souvent la concentration comme une bataille purement intérieure, un combat qui se jouerait exclusivement dans les limites de notre esprit, indépendamment de tout ce qui nous entoure. Cette vision, bien que partiellement juste, oublie un élément décisif. Nous ne sommes jamais aussi forts que nous le pensons face à un environnement conçu pour capter notre attention. Compter uniquement sur sa volonté pour résister à des sollicitations pensées, conçues, optimisées pour nous distraire, c'est un peu comme vouloir traverser une tempête à main nue alors qu'un abri se trouve à quelques pas. La véritable maîtrise de son attention commence souvent par une décision qui n'a rien de mental, celle d'aménager consciemment l'espace dans lequel on évolue. Il faut ici reconnaître une réalité inconfortable mais essentielle. Notre volonté, aussi entraînée soit-elle, dispose d'une capacité limitée à résister aux tentations lorsqu'elles sont physiquement présentes et facilement accessibles. Un téléphone posé à portée de main, écran allumé, notification visible, représente une sollicitation constante qui use, minute après minute, notre capacité de résistance, même lorsque nous n'y touchons pas directement. Sa simple présence dans notre champ de vision suffit à fragmenter une partie de notre attention, qui reste inconsciemment mobilisée par la possibilité de son utilisation. Éloigner cet objet, le placer dans une autre pièce, le rendre simplement moins accessible, n'est pas un aveu de faiblesse. C'est au contraire une preuve d'intelligence stratégique, la reconnaissance lucide que l'environnement façonne le comportement bien plus efficacement que la seule force de caractère. Cette logique s'étend à tous les aspects de notre cadre de vie et de travail. Un espace encombré, désorganisé, où les objets s'accumulent sans ordre apparent, produit une charge mentale invisible mais bien réelle. Chaque élément visible dans notre environnement immédiat sollicite, même brièvement, une part de notre attention. Un bureau dégagé, en revanche, où seuls les outils nécessaires à la tâche du moment sont présents, offre à l'esprit un espace équivalent pour se déployer sans entrave. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes ayant besoin de produire un travail exigeant recherchent instinctivement des lieux dépouillés, silencieux, débarrassés de tout stimulus superflu. Elles ont compris, souvent sans le formuler explicitement, que la clarté extérieure favorise la clarté intérieure. Le choix des moments dédiés à la concentration profonde mérite tout autant d'attention que celui des lieux. Notre énergie mentale n'est jamais constante au fil d'une journée. Elle connaît des pics et des creux, des moments où l'esprit se montre naturellement plus disponible pour un travail exigeant, et d'autres où il se contente volontiers de tâches plus légères. Apprendre à reconnaître ces variations personnelles, puis à réserver les plages les plus propices à ceux qui demandent le plus de profondeur, représente une stratégie bien plus efficace que de tenter de forcer la concentration à n'importe quel moment, sans tenir compte de ces cycles naturels. Il faut également considérer les personnes qui nous entourent comme faisant partie intégrante de cet environnement. Un cercle social qui valorise la dispersion, l'urgence permanente, la disponibilité immédiate à toute heure, exerce une pression constante qui rend la concentration profonde presque suspecte, presque déplacée. À l'inverse, s'entourer de personnes qui respectent le besoin de temps ininterrompu, qui comprennent la valeur d'un silence prolongé consacré à une tâche exigeante, crée un climat beaucoup plus favorable à l'épanouissement de cette capacité. Communiquer clairement ses besoins, expliquer pourquoi certaines plages horaires doivent rester protégées, n'est pas un signe d'isolement ou de rigidité sociale.
C'est une manière de faire respecter un espace nécessaire à la production d'un travail de qualité. Cette architecture de l'attention ne se limite pas à éliminer ce qui dérange. Elle consiste aussi à installer volontairement des déclencheurs qui favorisent l'entrée dans un état de concentration. Un rituel précis avant de commencer une tâche exigeante, qu'il s'agisse d'un geste simple, d'un environnement toujours identique, ou d'un court moment de calme avant de plonger dans le travail, envoie un signal reconnaissable à l'esprit. Répété avec constance, ce signal finit par déclencher presque automatiquement l'état mental recherché, réduisant d'autant l'effort de volonté nécessaire pour y parvenir. Il serait cependant erroné de croire que cette organisation extérieure suffit, à elle seule, à garantir une concentration profonde. Elle ne fait que réduire les frottements, alléger le poids des tentations, faciliter le chemin vers un état que la volonté et l'entraînement intérieur doivent encore construire. Un environnement parfaitement aménagé, sans discipline mentale pour l'habiter pleinement, reste un décor vide. C'est la combinaison des deux, un cadre extérieur pensé avec soin et un esprit entraîné à s'y déployer, qui produit les résultats les plus durables. Dans une époque où les outils numériques rivalisent d'ingéniosité pour capter notre attention à chaque instant, cette démarche d'aménagement conscient de son environnement n'est plus un simple conseil d'organisation personnelle. C'est une forme de protection active, une manière de reprendre la main sur un territoire, celui de notre propre esprit, que tant de forces extérieures cherchent constamment à occuper à notre place. Il existe une erreur fréquente chez ceux qui découvrent la puissance de la concentration. Penser que plus on force, plus on progresse. Cette croyance, aussi intuitive qu'elle paraisse, se retourne presque toujours contre celui qui s'y accroche. L'attention n'est pas une ressource infinie que l'on pourrait solliciter sans limite simplement parce qu'on l'a décidé. C'est une capacité qui s'épuise, comme n'importe quelle autre forme d'énergie, et qui nécessite des temps de récupération pour continuer à produire des résultats de qualité sur la durée. On oublie trop souvent que le repos n'est pas l'ennemi de la concentration, mais sa condition. Un esprit poussé sans relâche, sans jamais connaître de véritable temps de pause, finit par produire l'exact inverse de ce qu'il recherche. La qualité de l'attention se dégrade, les erreurs se multiplient, la clarté qui faisait la force d'un travail concentré s'évanouit progressivement, remplacée par une fatigue qui masque son propre visage sous une apparence de persévérance. Continuer à travailler dans cet état ne relève pas de la discipline, c'est simplement de l'épuisement déguisé en vertu. Il faut ici distinguer deux formes de fatigue que l'on confond trop facilement. La première est celle qui accompagne un effort intense mais sain. Celle qui laisse derrière elle un sentiment d'accomplissement, une satisfaction tranquille malgré la lassitude ressentie. La seconde est celle qui s'installe lorsque l'on a dépassé, sans s'en rendre compte, la capacité réelle de son esprit à rester présent. Cette seconde fatigue ne produit rien de bon. Elle use, elle érode, elle finit par rendre suspecte l'idée même de concentration, comme si cette discipline était responsable de l'épuisement qu'elle a en réalité seulement révélé. Apprendre à reconnaître les signaux qui précèdent cette bascule constitue une compétence à part entière, tout aussi précieuse que la capacité de concentration elle-même. Un léger flottement de l'attention, une difficulté grandissante à revenir à la tâche après une brève distraction, une irritabilité inhabituelle face à des interruptions mineures, autant de signes discrets qui annoncent qu'il est temps de marquer une pause plutôt que de forcer davantage. Ignorer ces signaux au nom d'une prétendue rigueur ne fait que retarder l'inévitable, souvent au prix d'une récupération bien plus longue que celle qu'un arrêt à temps aurait suffi à éviter. Le repos véritable, celui qui restaure réellement la capacité de concentration, ne se résume pas à l'absence d'activité. Il existe une différence nette entre s'effondrer devant un flux continu de contenu divertissant et s'accorder un moment de calme réel, débarrassé de toute sollicitation. Le premier donne l'illusion de la détente tout en maintenant l'esprit dans un état de stimulation constante, presque aussi épuisant, à sa manière, que le travail lui-même. Le second permet à l'esprit de véritablement se désengager, de laisser retomber la tension accumulée, de retrouver une disponibilité qui ne se décrète pas mais qui se cultive dans le silence et la lenteur. Cette alternance entre engagement profond et récupération véritable suit un rythme qui n'a rien d'arbitraire. Notre capacité à maintenir une attention soutenue connaît naturellement des cycles, des phases où l'intensité peut être maximale suivie de phases où elle doit nécessairement retomber pour se reconstituer. Vouloir maintenir une concentration maximale en permanence revient à vouloir courir un sprint sur la distance d'un marathon.
Ce n'est pas une question de volonté insuffisante, c'est une question de méconnaissance des rythmes naturels de l'esprit humain. Respecter ces cycles, alterner consciemment des périodes de plongée profonde dans une tâche avec des moments de décompression réels, produit sur la durée des résultats bien supérieurs à un effort continu qui finit toujours par s'effondrer. Cette nécessité du repos s'étend également au sommeil, trop souvent sacrifié au nom d'une productivité mal comprise. Un esprit privé d'un repos nocturne suffisant perd une part significative de sa capacité à se concentrer, quelle que soit la discipline mentale développée par ailleurs. Aucune technique de concentration, aussi raffinée soit-elle, ne compense durablement les effets d'un manque de sommeil chronique. Reconnaître cette réalité n'est pas un aveu de faiblesse, c'est simplement respecter les fondations physiologiques sur lesquelles repose toute capacité d'attention. Il faut enfin accepter que certains moments de la vie appellent naturellement moins de concentration intense et davantage de flottement, de rêverie, d'errance mentale apparemment improductive. Ces instants où l'esprit vagabonde sans but précis ne sont pas du temps perdu. Ils permettent souvent, une fois l'attention relâchée, l'émergence de connexions ou d'idées que la concentration volontaire n'aurait jamais réussi à provoquer par la seule force de l'effort. Une discipline mentale bien comprise ne cherche pas à éliminer ces moments de vagabondage, elle apprend simplement à les distinguer de la dispersion chronique et à leur laisser une place légitime dans l'équilibre global de l'existence. Cultiver son attention avec intelligence, ce n'est donc jamais forcer sans relâche. C'est apprendre à respecter les rythmes qui permettent à cette capacité de se régénérer, pour continuer, sur la durée, à produire une présence de qualité plutôt qu'une intensité éphémère suivie d'un épuisement qui finit par tout emporter. Il arrive un moment, dans la vie de quiconque tente de cultiver son attention, où tout semble s'effondrer d'un coup. Des semaines, parfois des mois, s'écoulent sans que la moindre trace de cette discipline patiemment construite ne subsiste. On se retrouve happé de nouveau par la dispersion, prisonnier des mêmes automatismes que l'on croyait pourtant avoir dépassés, et un sentiment familier s'installe, celui d'avoir tout perdu, d'être revenu exactement au point de départ. Ce moment, aussi décourageant qu'il paraisse, mérite d'être compris pour ce qu'il est réellement, car la manière dont on y réagit compte infiniment plus que le fait même qu'il se produise. Il faut d'abord dissiper une croyance tenace, celle qui voudrait que le progrès suive une ligne ascendante continue, sans jamais fléchir ni reculer. Cette image, séduisante sur le papier, ne correspond à aucune réalité humaine. Toute capacité qui se construit dans le temps, qu'il s'agisse d'un muscle, d'une compétence ou d'une discipline intérieure, connaît des phases de recul, parfois brutales, souvent déclenchées par des circonstances extérieures que l'on ne maîtrise pas entièrement. Une période de bouleversement, une charge de travail soudaine, un événement personnel difficile, autant de forces capables de balayer temporairement les habitudes les mieux ancrées. Ce n'est pas un signe d'échec personnel. C'est simplement la nature même de tout apprentissage durable. Ce qui distingue ceux qui finissent par retrouver leur capacité de concentration de ceux qui l'abandonnent définitivement ne tient jamais à l'absence de rechute. Cela tient à la rapidité avec laquelle on accepte de reconnaître la situation sans s'y enfoncer davantage par le jugement qu'on porte sur soi-même. Le piège le plus dangereux, dans ces moments de recul, n'est pas la dispersion elle-même, mais le discours intérieur qui l'accompagne. Se dire que l'on a définitivement échoué, que tous les efforts précédents étaient inutiles, que l'on ne sera jamais capable de tenir cette discipline sur la durée, voilà ce qui transforme un simple recul temporaire en abandon complet. Ce discours n'est jamais fondé sur les faits. Il n'est que l'expression d'une déception passagère qui, si on la laisse s'installer, devient une prophétie qui se réalise elle-même. Il existe une différence fondamentale entre interrompre une pratique et la perdre. Une compétence patiemment construite laisse toujours des traces, même après une longue période sans exercice. Ce n'est jamais un retour au point zéro, quoi qu'en dise l'impression du moment. Une personne qui a autrefois entraîné sa capacité à se concentrer, même si elle a ensuite traversé des mois de dispersion complète, retrouve généralement cette aptitude bien plus rapidement qu'elle ne l'avait développée initialement. Le chemin a déjà été tracé une première fois. Il suffit de le reparcourir, non de le construire depuis le début. Reprendre après une telle interruption exige cependant une forme d'humilité que beaucoup refusent de s'accorder. On voudrait retrouver instantanément le niveau de discipline atteint avant la rupture, comme si le temps écoulé n'avait aucune conséquence. Cette exigence irréaliste conduit presque toujours à un nouveau découragement, quelques jours après une reprise pourtant sincère.
Il est bien plus utile d'accepter de recommencer modestement, avec des exercices simples, des durées courtes, des objectifs volontairement réduits, plutôt que de vouloir retrouver d'un seul geste l'intensité d'une pratique ancienne. Cette progressivité n'est pas un aveu de faiblesse. C'est la reconnaissance honnête que la reconstruction demande son propre temps, différent de celui de la construction initiale, mais réel malgré tout. Ce qui aide considérablement dans ces moments de reprise, c'est de se concentrer sur l'instant présent plutôt que sur l'ampleur du chemin parcouru à l'envers. Ressasser la durée de l'interruption, calculer tout ce que l'on aurait pu accomplir si l'on n'avait jamais relâché son effort, ne fait que nourrir un sentiment de perte qui paralyse l'action. La seule question qui mérite véritablement d'être posée est bien plus simple. Que puis-je faire, maintenant, dans les minutes qui suivent, pour ramener mon attention à ce qui compte ? Cette question, répétée sans relâche, suffit à reconstruire, geste après geste, ce qui semblait perdu. Il faut aussi apprendre à identifier ce qui a précipité le relâchement, non pour s'en accuser, mais pour ajuster son approche future. Une discipline qui s'effondre entièrement dès qu'un imprévu survient était peut-être trop rigide, trop dépendante de conditions parfaites pour se maintenir. Une pratique plus résiliente accepte, dès sa conception, que les circonstances varieront, que certaines périodes seront plus favorables que d'autres, et prévoit des versions allégées d'elle-même pour les moments où l'intensité habituelle devient impossible à soutenir. Mieux vaut 5 minutes de concentration réelle un jour de tempête intérieure que l'abandon complet d'une pratique jugée trop exigeante pour continuer. Cette capacité à revenir, encore et encore, après chaque interruption, constitue en réalité l'un des indicateurs les plus fiables d'une discipline solidement ancrée. Ce n'est pas celui qui n'a jamais dévié qui témoigne de la plus grande maîtrise, mais celui qui, après s'être égaré, retrouve chaque fois le chemin, sans drame excessif, sans autoflagellation inutile, avec la simple constance de quelqu'un qui sait que le retour fait partie intégrante du voyage. C'est cette capacité de résilience tranquille, bien plus que la perfection d'un parcours sans faille, qui finit par produire, sur des années, une transformation réellement durable. Nous voici arrivés au bout de ce parcours à travers les multiples visages de l'attention, cette faculté que l'on croit souvent secondaire, presque accessoire, alors qu'elle conditionne en réalité tout ce que nous accomplissons, tout ce que nous retenons, tout ce que nous devenons. Ce que ce cheminement révèle, au fond, c'est une vérité d'une simplicité presque déconcertante. Rien de solide ne se construit dans la dispersion, et rien de dispersé ne devient jamais solide avec le temps. Nous avons vu, dès le départ, que cette capacité n'appartient à personne en particulier. Elle n'est ni un don réservé à quelques esprits exceptionnels, ni un talent que l'on posséderait ou non dès la naissance. C'est une faculté qui s'exerce, qui se muscle, qui se dérobe quand on la néglige et qui se renforce, patiemment, quand on lui accorde l'entraînement régulier qu'elle demande. Cette seule prise de conscience change déjà beaucoup de choses, car elle transforme un sentiment d'impuissance face à sa propre dispersion en un chantier concret, accessible, que chacun peut entreprendre à son rythme. Nous avons ensuite découvert que cette attention ne peut rien construire seule si elle n'est pas soutenue par une volonté exercée avec la même constance qu'un muscle que l'on entraîne. Sans cette force intérieure, même la meilleure intention se dissout à la première distraction venue. Puis nous avons compris que cette volonté elle-même ne mène nulle part si elle n'est pas orientée vers une cible claire, un but précis vers lequel canaliser toute l'énergie disponible, plutôt que de la disperser sur 1000 désirs vagues qui ne se concrétisent jamais. Cette même capacité s'est révélée être aussi le rempart le plus efficace contre nos peurs et nos doutes, ce mécanisme qui permet de rediriger consciemment l'esprit vers le courage et l'action plutôt que de le laisser s'enliser dans l'anticipation anxieuse. Nous l'avons vu transformer la qualité de notre travail, faire la différence entre une journée d'agitation stérile et une journée de production réelle, entre des décisions prises dans la précipitation et des choix pesés avec discernement. Nous avons compris que la mémoire elle-même n'est jamais qu'un reflet de l'attention portée au moment de l'acquisition, et que retenir l'essentiel demande de savoir, d'abord, s'y engager pleinement. Nous avons appris que cette faculté ne se développe jamais par de grandes résolutions ponctuelles, mais par une pratique quotidienne, faite de gestes simples répétés avec constance, une respiration observée, un objet contemplé, une conversation suivie sans arrière-pensée. Nous avons vu qu'elle nourrit la créativité bien plus sûrement que l'attente passive d'une inspiration providentielle, et qu'elle se construit sur une discipline mentale qui, loin d'être une contrainte, constitue en réalité la condition d'une véritable liberté intérieure. Nous avons également reconnu que cette attention ne dépend pas uniquement de la force de caractère,
qu'elle se façonne aussi par l'environnement que l'on choisit de construire autour de soi, par les lieux, les rythmes et les personnes qui nous entourent. Nous avons appris qu'elle nécessite, tout autant que l'effort, un repos véritable, sous peine de s'épuiser et de se retourner contre elle-même. Et nous avons enfin compris que les reculs, les longues périodes de dispersion qui semblent parfois tout effacer, ne signent jamais un échec définitif, mais font partie intégrante d'un chemin qui n'a jamais été pensé pour être linéaire. Ce qui se dégage de l'ensemble de ce parcours, c'est que cette attention, une fois suffisamment cultivée, cesse d'être une technique que l'on convoque ponctuellement pour devenir une manière d'habiter chaque instant. Elle structure les pensées au lieu de les laisser s'éparpiller. Elle dirige les actions au lieu de les laisser dériver au gré des circonstances. Elle transforme la façon même dont on traverse ses journées, dont on écoute les autres, dont on affronte les difficultés inévitables de l'existence. Dans un monde qui ne cesse de disputer notre attention, qui la fragmente, la sollicite, la monétise à chaque instant, reprendre possession de cette capacité n'est plus un simple exercice de développement personnel parmi d'autres. C'est un acte fondamental, presque silencieux, par lequel chacun peut retrouver la direction de sa propre existence. Ce n'est jamais un aboutissement définitif, jamais un état que l'on atteindrait une fois pour toutes et qui resterait acquis sans effort. C'est un engagement renouvelé chaque jour, une vigilance douce, un choix répété de revenir à ce qui compte vraiment. Et c'est précisément cette constance, patiente et modeste, qui finit par produire ce que rien d'autre ne peut offrir, une vie vécue avec clarté, avec intention, et avec ce sentiment profond, rare et précieux, de tenir enfin les rênes de son propre esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ici, on élève l'esprit, on nourrit la motivation et on transforme les leçons des plus grands livres en vraies stratégies de vie. Si ce contenu t'a inspiré, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations.